Salut la team, c'est votre seule et unique présentatrice préférée, Grâce, pour votre émission I Médite sur Penser Entreprendre Média. Merci pour tout votre soutien. On a constaté que vous vous abonnez davantage. Une seule chose à demander, continuez. Commentez, likez, partagez autour de vous. Ça fait grandir la communauté et surtout, ça nous donne de la force. Aujourd'hui, pour notre nouveau numéro, on va recevoir quelqu'un qui a un parcours assez atypique. Il est auteur d'un livre à titre assez évocateur. Je vous laisse découvrir qui c'est. Aujourd'hui, on va recevoir Moïse Fotso. Bonjour. Bonjour, Grâce. Ça va? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci. Alors, aujourd'hui, Moïse, tu vas nous parler de ta vie, tu vas nous parler de Njoka, tu vas nous parler de tes projets et surtout des difficultés que tu as rencontrées. Par quoi est-ce que tu veux qu'on commence? Alors, je dirais que je ne suis pas encore entrepreneur plein. Je suis salarié, donc je suis Fotso Moïse Junior et je suis auteur de l'ouvrage Invincible Pèlerin, qui est en quelque sorte une autobiographie. J'ai envie de dire une mini-autobiographie parce que ça ne trace pas seulement mon parcours, ça retrace également le parcours de beaucoup d'autres personnes qui se retrouveraient dans la même situation que moi hier. Donc, pour paraphraser Victor Hugo, si je parle de moi, je parle de vous. Exactement. Donc, certainement, c'est un ouvrage qu'en parcourant, vous aurez la possibilité de vous retrouver à l'intérieur parce que tout ce qui est illustré à l'intérieur est fort évocateur. D'accord. C'est un peu plaisir de le savoir. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on aborde? On commence par quoi? On commence par Njoka ou bien, faisons simple. Parle-nous de toi. Qui est Moïse Fotso en dehors de ce que tu viens de nous dire? Ok, Moïse Fotso est né un 18 mai 1993 à Barré. Barré, c'est dans le Mungo. D'accord. Donc, je suis un enfant du Mungo et c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai fait mes études primaires, secondaires, jusqu'à ce qu'après l'obtention de mon baccalauréat en 2013. Baccalauréat D en précis? Oui, baccalauréat D, il faut préciser. En 2013, puis mes parents décident que je dois m'inscrire à l'université. Je m'inscris donc à l'université de Yaoundé 1 Guayaquil où je fais STU, Sciences de la Terre et de l'Univers. Parce qu'à l'époque, mon père cultivateur, j'avais pour ambition de relever ou alors d'améliorer la façon avec laquelle il fait l'agriculture. Parce que nos parents ont fait l'agriculture, c'est vrai, mais c'était beaucoup plus artisanal. Il fallait donc acquérir certaines méthodes, acquérir de nouvelles connaissances et compétences pour pouvoir mécaniser et pourquoi pas industrialiser le processus. C'est donc ainsi que je me suis inscrit en STU. Mais ce que je retiens, c'est que l'aventure de l'éducation supérieure ne m'a pas souri. Oui, ça ne m'a pas souri parce que j'ai tout arrêté au bac. Ah bon? Oui, j'ai tout arrêté au bac. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles je devais étudier étaient assez hostiles, étaient assez opaques et imperméables pour moi. Donc, ça ne me donnait pas la possibilité de m'épanouir. Alors, quand je suis arrivé à Yaoundé en 2013, je me souviens à cette époque, mon grand frère venait à peine de se marier et je devais aménager avec mes grands frères. Ils étaient tous deux mariés et chacun vivait avec sa femme et un enfant déjà. Mais les cadres dans lesquels ils vivaient n'étaient pas plutôt épanouissants pour un étudiant. Donc, c'était un studio. Vous pouvez imaginer... Et quelque part, tu devenais le babysitter de tes neveux. Vous pouvez donc imaginer la qualité de studio avec les constructions qui se font ici à Yaoundé. Donc, pour ne pas dire que j'étais obligé de dormir au canapé, je dois étudier. Et puis, c'était assez difficile quand même. Alors, j'ai, de manière raisonnable, approché mes grands frères et je leur ai demandé que c'est vrai que vous avez promis de vous occuper de moi. C'est vrai que tout ce que vous mettez sur la table peut être assez consistant et conséquent. J'ai essayé de faire ma petite étude et mes petits calculs. Je crois que ça peut suffire que j'ai une chambre qui soit proche du campus et que je puisse avoir un espace qui soit vraiment propice au développement de quelqu'un, de mes recherches en fait. Bon, ils ont trouvé que j'ai passé le bac, je suis devenu grand, j'ai passé le bac, je vais être libre, j'ai passé le bac, je me crois tout permis. C'est vrai, j'étais jeune, à 20 ans. Un peu fougueux même, j'ai envie de dire. Pas aussi jeune que ça. Et puis, je leur ai fait comprendre que oui, certes vrai, je suis jeune comme vous le prétendez, mais je ne suis pas un idiot. Au moins, je peux déjà avoir l'âge de choisir ce qui est bon pour moi et assumer. Donc, s'il faut vraiment que je me concentre dans mes études et que je puisse mieux m'impliquer, j'ai besoin d'un cadre qui doit vraiment être pour moi et dans lequel je vais me sentir épanoui et pouvoir travailler librement. Ah non, ils n'ont pas épousé cette vision. Et... En tout cas, après, il faut voir aussi comment tu leur as annoncé la chose parce que je me dis, leur orgueil de grand frère a pris un coup. Bon, peut-être, mais c'était loin de là. Tout ce que je disais était assez raisonnable. Oui, en tout cas, tu savais ce qui était bien pour toi. Voilà, je savais ce qui était bien pour moi aussi. Et quand j'observais la réalité et quand je vivais le quotidien avec eux,
Je croyais que c'était la meilleure option. Bon, ça n'a pas été approuvé et puis j'ai fugué de la maison. Non, Moïse n'a pas fait ça. Oui, j'ai fugué de la maison. Attends, il n'y a pas eu de réunion de famille qui a été organisée pour dire que non, le petit Moïse, là, il veut nous montrer qu'il est déjà grand ou bien... Non, il n'a pas été organisé de réunion et du coup, mon papa a vraiment avancé en âge déjà. C'est vrai qu'il avait proposé de continuer à sponsoriser mes études, mais mes grands frères ont refusé qu'ils vont s'en occuper pour que papa se repose un peu. Oui, j'ai trouvé que c'était plutôt une belle initiative, mais une belle initiative qui ne valait pas son pesant d'or. Parce qu'au-delà des expressions et des paroles, il fallait pouvoir accompagner de manière concrète avec certaines actions. Tout ce qui était dit. Et puis, ce n'était pas le cas. Donc, ça m'a fait fuguer de la maison et j'ai vécu avec des amis proches du campus jusqu'à ce que peut-être un jour, avec une alimentation très désordonnée, je tombe malade. Je suis tombé malade. Et à l'époque, ils ont parlé du paludisme cérébral. Ah bon, donc on a laissé le paludisme simple, l'accès palustre pour arriver au paludisme cérébral. Paludisme cérébral, parce que ce qui s'est passé, c'est que je délirais. Je délirais et puis donc mes grands frères ont cru que je suis devenu fou. Ne dis pas qu'on a songé à terminer à jamais. Je me suis battu innocemment pour prouver que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Mais vous savez, en Afrique, avec certaines réalités, avec certaines conditions dans lesquelles vous vivez, c'est difficile de prouver votre innocence même lorsque vous êtes... Et surtout qu'on est dans un environnement où on croit beaucoup au mystique. Exactement. Donc, ils ont fait leur petite recherche et puis on leur a dit que j'ai pris le remède à l'université pour être intelligent, comme si le bon Dieu, entre parenthèses, ne m'avait pas donné une matière grise assez fournie. I am shocked. Et que je devais développer par moi-même, c'est-à-dire par mes recherches, par mon assiduité, par ma constance. Mais je trouve simplement que ce n'était pas la bonne adresse. Et bon, c'est là que tout commence. Donc quand je tombe malade, mes parents décident que je dois tout arrêter. Mes grands frères décident aussi que je dois tout arrêter. Je me suis rétabli 2 semaines après. J'ai voulu retourner à l'école. Ils ont catégoriquement refusé. Donc c'est ainsi que mes études supérieures se sont arrêtées en 2013. Mais avant ça, mes parents avaient pour moi un rêve assez fou, je vais l'appeler comme ça, parce qu'ils voulaient que je sois pasteur. Ah, voilà, j'ai vu ça quand on est à l'ECC. Voilà, on a grandi dans un environnement très pieux, très, j'ai envie de dire un peu conservateur quelque part, parce qu'on ne se permet pas tout et n'importe quoi. Oui, et pour la petite histoire, mon père a été élevé par un pasteur. Et je porte le nom du pasteur qui a élevé mon père. Fotso Moïse, de regretter mémoire. Ok, nous avons dit Moïse Junior. Oui, la seule différence que mes parents ont apportée à mon nom, c'est le junior, pour apporter la différence entre celui qui m'a précédé et lui. Donc, c'était ça. C'est une décision à laquelle je me suis formellement opposé. Oui, j'ai dit à mon père que non, je ne veux pas être pasteur. En même temps, la Bible est claire, hein, ce qui ne fait pas l'objet d'une conviction est un péché. Bien entendu, j'ai dit que je ne veux pas être pasteur. Il a dit non, non. Il a essayé de me convaincre, mais les arguments qu'il utilisait pour moi, ça ne me rassurait pas. Mon père n'a pas lâché prise, même après ma maladie en 2013, il était toujours convaincu et persuadé. Alors il a fait appel à l'un de ses amis, pasteur et docteur aussi, que j'aime très bien. Il a vraiment la posture d'un pasteur parce que un jour je reçois un appel, c'est son téléphone et puis quand je décroche, il me dit je suis tel, parce que je ne vais pas citer son nom pour que ça reste un peu discret. Il me dit je suis tel, ton père me parle de toi, j'aimerais te rencontrer à mon bureau. Alors je vais donc prendre la voiture, j'arrive à son bureau. J'ai même hésité, je n'ai pas voulu partir. Ouais, en même temps, il y avait de quoi avoir voilà, quelque part. Part, je me dis, c'est un aîné, et puis pourquoi ne pas lui donner tout son respect et toutes ses honneurs? Je suis donc parti, et il a essayé de me convaincre. Il a utilisé des arguments plutôt assez rassurants et assez apaisants. Ce qu'il m'a dit, je me souviens toujours, c'est que lorsqu'on écoute les parents, quelquefois on est béni, quelquefois on découvre sa voix, et on se découvre soi-même. Ces paroles m'ont fait méditer et jusqu'à aujourd'hui, je médite toujours. Et elles ont constitué un petit déclic pour toi? Oui, ça constitue vraiment un déclic. Et puis, c'était assez rassurant. Il était paternel, il était... On n'était pas dans le fait, mais je pense plutôt que tu devrais. Donc, ça dit que c'est quelque chose de tout nouveau pour toi. On ne veut pas te forcer, on veut plutôt t'accompagner. Voilà. Et il était justement dans cette posture-là. Il s'est positionné comme un coach, il s'est positionné comme un mentor, il s'est positionné comme un leader et un parent pour pouvoir accompagner son filleul dans un processus qui lui est tout à fait étrange et nouveau. Alors, il a dit, si tu as besoin d'accompagnement ou si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là.
Quand il m'a donc rassuré ainsi, c'est comme ça que j'ai fléchi et j'ai travaillé pendant pratiquement 3 ans et demi comme évangéliste. Mais je suis un enfant assez curieux. Ah, je vois, parce que le mot recherche revient systématiquement dans toutes tes phrases. Donc. Je suis un enfant assez curieux et j'ai un appétit poussé pour la connaissance. Je vois. Et tu as même une phrase que j'ai cru entendre quelque part, tout ce qui est compliqué me passionne. Voilà, oui. Donc j'ai un appétit poussé pour la connaissance, ce qui fait que j'aime faire des recherches, j'aime mener des investigations et j'aime pouvoir tirer moi-même mes propres conclusions. Parce que j'estime que notre vécu est un ensemble d'expériences par lesquelles nous devons passer pour véritablement atteindre la connaissance. Si on n'a pas expérimenté quelque chose, on ne peut pas en parler. Si on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas en parler. Donc du coup, si vous venez et vous vous mettez dans la posture de quelqu'un qui veut enseigner, il faudrait que ce que vous soyez en train de transmettre soit une preuve palpable de votre vécu, du processus par lequel vous êtes passé. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne. Quelque chose qui te tient à cœur. Donc, après 3 ans et demi, nous sommes en fin 2019. J'ai dit à mon père qu'il faut que je peaufine mes connaissances en théologie. Dans l'optique d'avoir un PhD, pourquoi pas enseigner les pasteurs. Donc, je voulais me positionner dans la posture d'un enseignant. Parce que dire que pasteur, rester dans les communautés 7 jours et attendre uniquement le dimanche, pour moi, c'était comme un fardeau et un calvaire. Ça va peut-être m'emprisonner. Parce que j'aime toujours me définir comme un lion, que si tu essayes de me retenir, je crois que tu es en train de m'enfermer dans une cage. Donc, on n'enferme pas un fauve dans une cage. Un fauve est fait pour explorer les grands mystères de la forêt. Donc, je suis un requin qu'on ne doit pas retenir dans un aquarium. Je dois explorer le grand océan et découvrir par moi-même ce qui me passionne, ce qui manque à ma joie et à mon épanouissement. Alors, comment est-ce que tu entres dans le monde de l'entrepreneuriat? J'entre dans le monde de l'entrepreneuriat parce que justement, quand j'arrive ici à Yaoundé pour prendre des renseignements à l'Université protestante d'Afrique centrale où je dois m'inscrire, les choses se passent plutôt bien, on paye une avance. Mais ce qui se passe, c'est que le reste de la scolarité qu'il va falloir payer, parce que je payais 350 000, une avance de 150 000 a été faite et il restait 200 000. Et lorsque donc on me dit qu'il n'y a pas possibilité qu'on paye les 200 000, c'est donc ainsi que je n'ai pas fini la scolarité, donc mes notes ne peuvent pas sortir. Et du coup, je ne sais pas quelle est ma position. C'est donc ainsi que j'ai abrégé avec ma formation en théologie pour me retrouver dans cet écosystème aujourd'hui. Donc, immédiatement que j'abrège avec ma formation en théologie, je découvre sur les réseaux sociaux comme tout jeune, comme toute personne qui scrolle sur sa page. Tout comme Millennial, en fait. Voilà, donc le docteur Claudel Noubissier, qui aujourd'hui est pour moi plus qu'un mentor, plus qu'un coach et plus qu'un grand frère. Il est même le grand frère que j'aurais aimé avoir il y a pratiquement 5 ans en avant. Mais tout ça, ce n'est que du passé. Donc, je découvre la Startup Academy. L'idéologie qui se développe là-bas m'intéresse. Les enseignements qu'on prône là-bas m'intéressent. Le développement qu'on est en train de mettre en valeur là-bas, ça m'intéresse et ça attire mon attention. Et je dis que c'est un écosystème que je dois fréquenter. Je paye donc mon adhésion à la Startup Academy. Je fais mes classes comme tous les autres membres. Donc, je participe aux talks, aux messes entrepreneuriales. Je donne des conférences. Et c'est donc ainsi que mon aura commence à grandir au sein de la communauté et que je me fais remarquer. Jusqu'à ce que l'année passée, le docteur Claudel m'appelle qu'il a besoin que je gère le département de la communication du CENIC, c'est-à-dire le Claudel Noubissier International Consulting, qui est son cabinet privé de consultation en matière d'études de projets, en matière d'accompagnement, en matière d'assistance opérationnelle qu'on accorde aux entreprises et aux organisations. D'accord. Donc, j'ai géré tour à tour le poste de responsable de communication. Ah, ça te sait bien. En même temps, tu as le verbe facile et tout. Je crois que quelque part, tu as reçu l'onction de Molière et c'est bien à savoir. On a 2 produits que tu nous as apportés. Njoka, je vois banane, plantain mûr et non mûr. Et je vois un ouvrage. Tu veux qu'on commence à parler de quoi? Bon, on parle de l'ouvrage. D'abord. Ensuite, on parlera de Njoka. D'accord. Invincible pèlerin, oui. Épopée d'une victoire. D'accord. Dis-moi tout. Invincible pèlerin, épopée d'une victoire est un ouvrage qui m'est arrivé comme une révélation. Parce que c'est un ouvrage poétique, il faut le préciser. Et je me suis dit qu'il n'y a pas un langage qui convient à exprimer les mystères que le langage de la poésie.
Si vous faites assez de lecture, vous allez vous rendre compte que les textes qui sont difficiles à déchiffrer sont les textes poétiques. Poétique, effectivement. Et les textes poétiques, j'aime souvent le dire, c'est comme le langage des initiés. Les textes poétiques, c'est comme l'expression des grandes âmes, l'expression des personnes qui se sentent assez développées et qui voudraient transmettre un message avec des figures imagées pour que l'expression ou alors la compréhension ne soit pas accessible au tout premier venant. Donc c'est un ouvrage assez mystérieux, c'est un ouvrage qui comporte des figures imagées et des expressions métaphoriques, oui, qui traduisent toute sa beauté poétique. Ah, ça c'est sûr et certain, je vois les titres. Élevez-vous et élevez toutes choses. Voilà. D'accord. C'est un recueil de 10 poèmes. 10 poèmes. 10 poèmes, oui. Avec beaucoup de versets bibliques et de citations d'auteurs français, je vois. Oui, il y a les versets bibliques à l'intérieur. Il y a aussi certains auteurs qui m'ont inspiré. J'ai vu Victor Hugo, par exemple. Victor Hugo qui dit que chacun a quelque chose en l'esprit et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Donc, il faudrait pouvoir arriver à comprendre qui l'on est, quelles sont les influences qu'on a eues, et qu'est-ce qu'on veut transmettre à ceux qui nous regardent et qu'est-ce qu'on aimerait laisser à la postérité. C'est le plus important. C'est pourquoi, parallèlement au travail d'auteur, je fais aussi le travail d'édition pour dire à tout le monde que vous devez écrire au moins un livre. Ce n'est pas que vous devez écrire un livre pour faire étalage de votre érudition, non. Vous n'écrivez pas un livre parce que vous êtes un expert, non. Mais vous écrivez un livre parce que vous estimez que votre petit parcours, votre petite expérience peut aider une personne à sortir d'une condition difficile. C'est pourquoi on écrit. Donc on n'écrit pas parce qu'on dit que non, on est docteur, on est professeur, non. Si c'était le cas, combien de docteurs que vous connaissez écrivent? Combien de professeurs que vous connaissez écrivent? Moi, tu sais, je ne citerai personne. Donc on écrit parce qu'on estime que ce que j'ai vécu, une autre personne peut avoir vécu ça. Et si je suis arrivé à m'en sortir, pourquoi ne pas consigner ça comme une expérience à laquelle beaucoup d'autres personnes peuvent s'inspirer? Et c'est exactement ce qu'est Invincible Pèlerin. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu élitiste? Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est un livre qui amène à beaucoup réfléchir parce qu'il est mystérieux et tout. Est-ce que tu penses que, je dis peut-être une bêtise, hein, notre maman qui fait les beignets haricots au quartier va se retrouver facilement si elle lit Invincible Pèlerin? D'accord. Bon, ça c'est une réponse radicale que j'aime donner à certaines personnes qui me posent cette question. C'est que je n'ai pas écrit mon livre pour tout le monde. Ben voilà, c'est simple, c'est tout. Je n'ai pas écrit mon livre pour tout le monde. J'ai écrit mon livre pour ceux qui ont soif de connaissance. Soif de connaissance. Et qui, dans l'expression de cette soif, sont sur le chemin et sur le parcours qui leur permettrait de connaître un véritable étanchement. Donc le livre a connu pratiquement 4 notes de lecture parce que j'ai sorti la première version en 2021. Après la première version, j'ai voulu que certains aînés puissent l'apprécier. Et du coup, j'ai rencontré mon ancien enseignant de philosophie au lycée, qui est aujourd'hui docteur et enseignant de philosophie à l'université de Yaoundé 1, le docteur Philippe Guemeta, qui a noté là une note de lecture. J'ai vu qu'il a mentionné qu'il y a 4 notes de lecture à l'intérieur, justement. Pour permettre aux uns et aux autres d'avoir déjà une compréhension assez équilibrée de l'ouvrage avant d'entrer proprement dit dans les expressions poétiques pour que ceci soit assez équilibré. Pour que ce soit un peu plus digeste. Oui, pour que ce soit vraiment plus digeste. Donc, c'est ça. Dis-moi, il y a un nouveau bébé qui arrive? Un nouvel ouvrage? Oui, il y a un nouvel ouvrage qui arrive et qui sortira le 4 février prochain. Il est intitulé Dévotionnel, un vécu motivé par l'essentiel. Je suis un passionné d'écriture et je suis un passionné de développement personnel. Je suis un passionné de spiritualité et j'estime que toute personne qui voudrait penser à entrepreneuriat dans l'écosystème africain devrait d'abord penser au concept de la spiritualité ou le socle qui va porter son idéologie et ce qu'il entend promouvoir. Ah super, en tout cas j'ai déjà hâte parce que tu m'as mis l'eau à la bouche et je suis un petit rat de bibliothèque pour dire peu. D'accord, donc vous aurez la possibilité de raffoler ces ouvrages qui seront bientôt disponibles. Donc pour aujourd'hui vous aurez aussi la possibilité de bénéficier d'Invincible Pèlerin que vous lirez passionnément parce que j'en suis persuadé et c'est un peu ça. Donc aujourd'hui vous aurez ces 2 autres produits que je vais vous présenter. Njoka. C'est le produit Njoka. Njoka, c'est le résultat d'une mutualisation de forces. Parce que ce que je n'ai pas aussi dit dans la présentation, c'est que récemment, il n'y a pas 2 mois de cela, j'ai été nommé directeur général de la société Unibrain. Et Unibrain, c'est la société qui porte les projets que nous voulons développer en Afrique de manière exponentielle. Unibrain, c'est quoi? Unibrain, c'est un groupe d'entrepreneurs
africains et même de la diaspora qui se mettent ensemble, fusionnent leurs énergies, leurs forces, leurs capitaux pour investir dans des projets et implémenter des réalisations de haute facture. Et le premier projet que nous avons mis sur pied, c'est Njoka. D'accord. Oui, parce que dans Unibrain, nous développons pratiquement 2 projets. Il y a Njoka et Smart City. Smart City. Et Smart City, il s'agit simplement d'implémenter des projets immobiliers. Donc nous entendons mettre sur pied ce qu'on appelle des villes intelligentes, des villes autonomes, qui fassent en sorte que dès que vous... Un peu comme des hubs. Voilà, vous n'avez plus besoin de sortir. Donc avec Njoka, nous avons voulu que le projet pilote soit les chips de banane plantain parce qu'on en aura plusieurs dérivés. D'accord. Et pourquoi le plantain? Oui. Pourquoi le plantain? Pardon? Pourquoi le plantain? Ça aurait pu être n'importe quel autre... Oui, justement, on a commencé par le plantain parce qu'on aura beaucoup d'autres dérivés. Il y a les chips de pommes qui arrivent. Il y a même les chips d'igname qui arrivent aussi. Chips d'igname? Bien sûr, chips de macabo, chips de manioc, si vous n'avez pas encore entendu parler. En tout cas, je vois bien pomme, je vois bien dans une moindre mesure macabo, mais igname, ça reste à voir en tout cas. D'accord, donc ce sont des choses que vous aurez la possibilité de découvrir. Et avec le projet Njoka, c'est un projet sur lequel on a travaillé afin qu'il soit lancé de manière effective pendant au moins 8 mois. Parce que pour lancer un projet véritablement, il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels il faut s'appuyer. Nous avons travaillé sur la production et la valorisation de la marque pendant pratiquement 8 mois. Donc sur les réseaux sociaux, on a communiqué Njoka, 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 Njoka. Les gens nous ont agressés de partout. Mais vous communiquez Njoka tous les jours, les chips sont où? On veut voir les chips. On a travaillé donc sur la valorisation de la marque parce qu'il faudrait que la marque soit imprimée dans le subconscient des consommateurs afin que lorsque le produit sera effectivement lancé, qu'ils ne connaissent pas une difficulté. Eh ben, tu parles d'une technique de pénétration du marché, c'est... Mais bien sûr, c'est ça la technique. Générer la soif du produit. Bien entendu, créer le suspense, créer la volonté, créer ce désir de vouloir s'approvisionner rapidement. Puisque ce désir n'est pas facilement assouvi, ça crée davantage le désir. Et pourquoi le nom Njoka? Je veux comprendre. Bon, Njoka, c'est dans un jargon camerounais, on le connaît très bien. Njoka, ça veut dire la fête. Njoka, c'est la joie. Njoka. Ça veut dire qu'on peut manger Njoka en apéritif à une fête. On mange un Njoka en apéritif, on mange un Njoka entre amis, on mange un Njoka en rentrant des classes, on mange un Njoka. Donc, c'est l'expression, je crois que ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or, effectivement. Et aussi, donc, nous avons voulu travailler sur un certain nombre de normes qui sont assez pointues. Sur le packaging. Déjà. Donc le packaging que vous voyez, il est assez magnifique. Les dispositions des couleurs, les dispositions d'écriture, l'impression même qui est d'une qualité assez importante. Et nous voulons donc montrer aux yeux du monde que oui, l'Africain peut faire des réalisations qui tutoient celles que les Blancs... Celles que l'Occident nous a. Oui, et puis nous pouvons même faire mieux, pourquoi pas. D'accord. Et Njoka, on le trouve à combien et où? Oui, Njoka actuellement aura 3 grammages. Celui qui est disponible actuellement, c'est le 250 grammes. Celui qui est devant nous. Oui, il coûte 1500 francs. Et vous pourrez le trouver dans tous les sièges de la Startup Academy au Cameroun et même à Abidjan. D'accord. Vous pouvez également le trouver dans les locaux du NRC, principalement à la vitrine. Et si vous arrivez même dans mon bureau, vous en trouverez. Parce qu'on ne marche pas sans son Njoka. Ah, on ne marche pas sans son Njoka. Moïse, qu'est-ce que tu ne vas pas nous sortir encore, toi? Dis-moi, si tu avais donc un conseil à donner à la jeunesse africaine, ceux qui veulent s'investir ou ceux qui, comme toi, veulent retranscrire leur vécu pour inspirer d'autres personnes, qu'est-ce que ça serait? Alors, si j'ai un conseil à donner, le premier conseil que je donnerais, c'est premièrement d'avoir une souche. Si vous voulez faire quoi que ce soit, essayez au moins d'avoir une souche. Quand je dis une souche, c'est une personne qui vous inspire. C'est une personne dans laquelle vous aimeriez vous retrouver, dans laquelle vous vous projetez. C'est une personne qui constitue ce que j'aime appeler votre rêve déjà réalisé. Donc, il faut un véritable modèle. Voilà. Ce modèle-là doit vous pousser à vous détacher de la réalité à laquelle vous êtes confronté. Une fois donc que vous avez retrouvé le modèle parfait dans lequel vous aimeriez vous projeter, mettez-vous simplement en apprentissage. Merci beaucoup, Moïse. Suivez le processus. Parce que l'une des choses qui ne ment pas et qui ne mentira jamais, c'est que lorsque vous faites fidèlement vos classes, les résultats parleront d'eux-mêmes.
Les résultats parleront d'eux-mêmes. C'est sur cette phrase de Moïse Futso qu'on mettra fin à ce nouveau numéro d'Aïmédite, réalisé par Alain Bienzema, une conception de pensée entreprendre média. C'est ici que s'achève donc notre émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À très bientôt. Merci Moïse. Merci. Ça m'a beaucoup inspiré.